Bienvenue à Orsay pour ces inédits du Big Bang au Big Band. Pour cette séquence particulière, nous sommes accueillis par la librairie Les Beaux Papiers, donc librairie de centre-ville, pour laquelle nous avons la joie d'avoir Daniel qui va nous accueillir et qui va nous parler avec François Bujon qui a fait l'interview des 3 auteurs de science-fiction que nous avons eus. Vous les verrez les 3 jours prochains en vidéo sur la chaîne YouTube de l'Université Paris-Saclay. Et plus généralement, de livres de sciences, de littérature, et pourquoi les livres sont importants pour nous ouvrir un peu comme voilà, l'astronomie et la quête de l'univers. Voilà. Allons-y. Nous sommes dans la cave, dans le sous-sol, au frais, de la librairie les Beaux Papiers d'Orsay. Il fait très chaud dehors, il fait plus de 36 degrés. Là, il fait peut-être un peu moins, 30 degrés, qui sait. Donc, avec moi, Daniel, qui est une des représentantes de la librairie Les Beaux Papiers, et qui nous a fait une sélection des livres de livres d'auteurs français, de 2 auteurs français, c'est ça? Oui. Daniel. Oui, oui. Alors déjà, je remercie de m'avoir donné l'envie de lire de la science-fiction. J'ai vraiment été agréablement surprise parce que j'ai donc lu Laurent Genefort, Le sang des immortels. Il a écrit toute une série de livres qui sont vraiment très, très intéressants, passionnants, savoureux, auteur français de science-fiction. Alors, il nous emmène sur une autre planète, mais les personnages n'ont pas de pouvoir surhumain, et il se passe à peu près la même chose que sur Terre, des conflits, la guerre, et tout ça nous aide à réfléchir sur notre vie en tant que terrien. Voilà, ça m'a beaucoup plu. On savoure vraiment chaque page et on les lit avec beaucoup de bonheur. Je conseille, vraiment. Et ensuite, j'ai donc lu le livre de Jeanne A. Debat, auteur qui nous amène à proposer plus cette lecture à des adolescents. Fantasy plutôt Fantastique. Fantastique, voilà. Plutôt fantastique. Ça s'adresse aux adolescents. Là, on est plus dans les rituels, les vampires, les loups-garous. Ça se lit très très bien. Voilà, moi je suis vraiment conquise. Et voilà, au bout de 40 ans de librairie, je découvre un peu la science-fiction. Je suis plutôt habituellement sur une autre littérature. Et vraiment, merci beaucoup. Au cœur de la librairie Les Beaux Papiers d'Orsay, dans le cadre des inédits du Big Bang au Big Band, nous accueillons François Bujon, du CEA, qui a eu la gentillesse et l'expertise de mener les 3 interviews des 3 soirées prochaines, donc des 3 auteurs de science-fiction. Et est-ce que tu peux peut-être nous présenter les 3 auteurs que nous verrons demain soir et les 3 jours suivants? C'est des auteurs que j'ai découverts grâce à un ami que nous avons en commun, au moins pour 2 d'entre eux. C'est Roland Lehoucq qui m'a conseillé toute une galaxie d'auteurs, et particulièrement français, parce qu'en fait, on le sait pas assez, mais il y a une vraie SF française qui existe depuis très longtemps, depuis le XVIIIe siècle en fait, mais on reviendra là-dessus. Les 3 auteurs dont il s'agit, c'est Laurent Genefort, Jeanne A. Debat et Raphaël Granier de Cassagnac. Raphaël Granier de Cassagnac, c'est d'abord un collègue, parce que j'ai commencé à travailler dans la physique des particules et l'astrophysique, et Raphaël est un physicien des particules qui s'intéresse particulièrement aux quarks. Et c'est un vrai auteur de SF, même s'il a peu écrit. Il a écrit 2 bouquins, alors que je retrouve Eternity Incorporated en 2011 et Thinking Eternity en 2014. Raphaël, je le désigne comme un chercheur, rêveur, passeur. Il arrive à être un véritable scientifique qui produit de la vraie histoire, du vrai roman de SF et qui nous emporte.
Moi, je vous conseille ça. Et est-ce que c'est pas difficile d'être scientifique, ancré dans la rigueur, la mesure, la théorie, une manière de porter le réel en quelque sorte, et de passer vers l'imaginaire, même si en science on a besoin d'imaginaire et de créativité, hein, mais là vraiment de passer dans l'imaginaire et de produire quelque chose de cohérent. Moi en tant que scientifique de base, ça me paraît insurmontable. Apparemment il y arrive. Est-ce que vous avez discuté de ça dans la petite vidéo qu'on verra dans quelques jours? Oui, oui, bien sûr, c'est de ce dont nous avons discuté. Nous avons discuté aussi pas mal de jeux vidéo, parce que je n'ai pas dit, mais Raphaël est un créateur de jeux vidéo qui a monté une école doctorale avec Ubisoft. Et lui, il voit des instruments de création imaginaire. Et c'est ça qui est important. Finalement, l'ASF se nourrit de science, mais la science se nourrit aussi de SF. Vous voulez un exemple? Regardez les scaphandres des astronautes partis avec SpaceX. Ils ont été designés par un designer de Hollywood qui a travaillé sur Star Trek, je crois. Voilà. Et bon, ça, c'est un joke, c'est sympa. Mais il y a toute une partie de la science, particulièrement l'IA, qui a été boostée par l'existence de l'SF qui disait « mais vous pouvez le faire, on peut le faire, on peut le faire ». Et ça a donné l'idée à des chercheurs, effectivement, d'aller voir si on pouvait faire. Et c'est ce qui arrive pas mal avec... Enfin, c'était... Je crois que notre discussion parle un peu de ça, mais parle beaucoup d'autres choses, en fait. Voilà. Il y avait donc un autre auteur dont tu as mené l'interview. Deux autres. Oui, alors un et une, parce que je voulais mettre en avant. Oui. Voilà, auteur, voilà. Ça se factorise pas trop en français, Ouais. les termes. Donc il y a Laurent Jeunefort et puis Jeanne Adebat. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un mot, par exemple, de Laurent, puis on finira par Jeanne? Oui. Ben, ce sont deux personnages, sont deux superbes personnages. Laurent est un des auteurs français de SF les plus prolifiques, avec 60 bouquins à son actif, et il crée des mondes. Il passe son temps à créer des mondes vraisemblables. C'est vraiment la grande affaire de Laurent, nous emmener dans des imaginaires, encore une fois, qui sont assez proches d'une réalité scientifique ou d'une proposition scientifique. Il n'hésite d'ailleurs pas à rencontrer des scientifiques pour faire ce bouquin, hein, pour imaginer des écosystèmes, pour résoudre des problèmes d'astrophysique pure, comme comment entourer une étoile d'une coquille entière pour faire vivre toute une population à l'intérieur de cette coquille. C'est Dyson qui a proposé ça. Et bien, l'ami Jeunefort, il a juste écrit comment ça pouvait exister. Ça s'appelle Le cycle d'Omal, je vous l'ultra conseille, c'est un des grands bouquins de Jeunefort, et il nous emmène dans ces réalités vraisemblables. C'est un créateur de mondes vraisemblables, et ça, c'est très beau, et c'est pas si courant. Il y en a quelques-uns dans l'ASF mondial quand même, hein, mais en France, c'est pas si courant. L'autre auteur, autrice, c'est Jeanne, que j'ai découvert, que je ne connaissais pas, c'est Roland, notre Roland Lehoucq, national, qui m'a conseillé de découvrir, Jeanne Adebat. Jeanne Adebat a d'abord une approche littéraire pure. Ce qui l'intéresse, c'est la littérature. Et puis, Jeanne a écrit beaucoup de livres pour les adolescents, à destination des adolescents, pour donner le goût, attirer vers la lecture les adolescents, et les écrit fantastiquement bien, parce que ce sont des livres fantastiques, justement, plein de vampires, plein de sorcières, de mages, avec des ambiances à la fois sombres et éclairées de temps en temps. C'est vraiment un genre qu'elle maîtrise parfaitement. Pour ceux qui n'aiment pas trop ce genre qu'on appelle la fantaisie, je conseille le bouquin de Jeanne, qui est un recueil de nouvelles qui s'appelle La vieille anglaise et le continent. C'est un petit bijou, ce sont des nouvelles courtes qui vont de 40 pages à 2 pages.
c'est très bien écrit, une imagination déployée. Je vous donne juste le fond de l'histoire de la nouvelle titre, l'anglaise, la vieille anglaise et le continent. C'est l'histoire d'une chercheuse qui va bientôt mourir et dont on transfère l'esprit dans celui d'un cachalot. Wow. Et elle s'en va sous la mer. Il n'y a que ça à savoir. Et dites-moi que vous n'avez pas envie de lire un livre pareil. Tu évoquais de manière elliptique en début de cet entretien l'apport de la SF française, l'apport historique qui vient de loin. Est-ce que tu as envie de nous donner encore plus envie, suite à ce que tu viens de nous dire, et des interviews qui seront diffusées dans les prochains jours, que moi j'ai vues et dont je sais qu'elles sont vraiment géniales. Est-ce que tu vas en rajouter une louche sur le fait que la SF française est vraiment exceptionnelle et apporte des choses? Ouais, loin de moi l'idée de faire du nationalisme français, européen, on s'en moque bien pas mal. Mais il y a quand même une histoire et il y a quand même une réalité. Depuis les années 60-70, il est difficile de trouver facilement en librairie autre chose que de la SF anglo-saxonne. C'est un fait, c'est comme ça, c'est des phénomènes d'édition, et la SF anglo-saxonne a été, il faut l'avouer, extrêmement prolifique. Il y a eu beaucoup d'auteurs qui ont fait des bouquins fondamentaux en même temps, donc c'est normal que c'est orienté pas mal l'intérêt des libraires et des éditeurs. Mais c'est vrai que la SF, pour moi, la première fois où j'ai été confronté à une trace de la SF ancienne, c'est en lisant Cyrano de Bergerac, qui est un personnage qui n'est pas que le titre d'une pièce de théâtre et un rôle de pièce de théâtre. Il a vraiment existé, c'était vraiment un auteur du XVIIIe. Et il décrit un voyage dans la Lune, où il s'élève grâce à de la rosée, attiré par le réchauffement. Tout le monde sait bien au XVIIIe que la rosée ne disparaît pas, elle monte, elle est attirée. Une sorte, on pourrait dire, d'antigravité. Il y a une sorte d'antigravité dans la rosée. Donc il s'élève grâce à de la rosée, et il va sur la Lune, là où il rencontre des sélénites. Et là, il y a vraiment une trace pour moi de ce qu'est la SF. Les sélénites ont des livres qui parlent. On entend des voix qui racontent des histoires. Et Cyrano a la curiosité d'ouvrir pour voir de quoi est fait ce livre. Il voit des rouages, il voit que c'est en fait une boîte à musique extrêmement évoluée. Et ça, c'est de la vraie SF. Pourquoi? Parce que à un problème qu'on ne peut pas résoudre à l'époque, faire un livre qui parle, il prend ce qu'il y a de mieux dans la science et de la technologie pour dire, voilà, on pourrait peut-être, dans la science et la technologie de l'époque, au XVIIIe, pour dire, on pourrait peut-être utiliser cette technologie poussée dans ses extrêmes pour faire un livre qui parle. Ça, c'est pour moi un des principes même de la SF. Puis, bien entendu, tout le monde pense à Jules Verne ensuite, mais tout le monde oublie René Héné, celui qui a fait la guerre du feu, ça on connaît. Sauf que la guerre du feu, c'est une fantasmagorie plutôt tournée vers la proto-histoire. Mais c'est un des principaux auteurs de SF et de fantastique en France. De toute façon, entre SF et fantastique, en France, on n'a jamais fait trop la différence. D'ailleurs, science-fiction, anticipation, dans les années 70, il y avait des rayons de livres d'anticipation. On ne parlait pas de science-fiction, c'est un terme anglo-saxon, science-fiction. Et quand on lit la science-fiction, de la science-fiction comme celle de, on va dire, Peter F. Hamilton, avec Rupture dans le réel, ou qu'on lit Pratchett, Terry Pratchett, c'est pas du tout de la SF. C'est de l'imaginaire,
qui est pas basé sur des faits magiques, mais sur d'autres faits qui ne sont pas magiques, en tout cas pas annoncés comme tels, mais ce n'est pas de la SF. Alors qu'est-ce que c'est que la SF? On ne sait pas trop. Là-dessus, Roland a des idées bien plus claires et bien plus définitives que les miennes. Mais moi, en tout cas, en tant que simple lecteur et amateur, je ne sais pas trop dire ce qui est de la pure SF, ce qui n'en est pas. Ce que je sais, c'est qu'en France, aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui font de la SF. On a Laurent Genefort, on a le regretté Roland C. Wagner, avec les futurs mystères de Paris. On a Romain Lucaso, avec cet étonnant bouquin écrit en reprenant toutes les bases culturelles du monde antique, mais qui met en scène des IA qui évoluent dans un univers où les hommes ont disparu. On a l'ineffable Alain Damasio. Quand on lit Les Hordes du Contrevent, on ne peut pas dire que c'est de la SF, ou alors Kafka c'est de la SF, ou alors Vion c'est de la SF. C'est une écriture incroyable, justement un travail sur l'écriture. C'est un des bouquins un des bouquins essentiels de ce genre littéraire, de ce genre du pas de côté, je dirais, actuel. On a bien entendu Bordage, on a Werber, on a Brussolo que beaucoup de gens connaissent comme un auteur pour enfants, alors qu'en fait c'est d'abord un auteur de SF. Voilà, ça c'est juste une petite sélection des gens les plus connus en France, et j'en oublie à peu près une bonne centaine. D'accord ? La SF française, elle vit quand même à cette puissance-là. Et il y a un grand nombre de maisons d'édition spécialisées en SF en France, parce qu'il est très difficile d'approcher les grandes maisons d'édition pour faire de la SF, qui vous renvoient à une spécialité, alors qu'elles ne le font pas quand il s'agit d'un bouquin qui traite d'histoire. Elles vont le faire avec ce genre SF, j'en ai marre. Avec le genre du pas de côté, avec les genres du pas de côté, voilà. Merci François, et bonne continuation donc pour ces 3 prochaines soirées avec les 3 auteurs dont nous venons de parler. Bonne continuation, au revoir.